Und damit würde ich das Wort an Herrn Duba weitergeben für das nächste Referat. Gut, besten Dank. Ich werde meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, dass das gut sichtbar ist. Ja. Et on m'a demandé de faire cette présentation en français, ce que je vais faire très, très volontiers. Je me présente donc Daniel Dubas, je suis le délégué du Conseil fédéral à l'agenda 2030 et également membre de la direction de l'ARE, de l'Office fédéral du développement territorial. Par contre, je ne suis pas un aménagiste, je suis plutôt un généraliste du développement durable et je vais donc vous parler brièvement de certains points, notamment vous parler aussi de la stratégie du Conseil fédéral pour le développement durable 2030, qui est une stratégie que le Conseil fédéral a adoptée hier, dans sa séance de hier, avec également un plan d'action jusque de 2021-2023. Et je vais vous présenter ça aussi en lien avec les différents outils de la Confédération au niveau stratégique dans le domaine du développement territorial. En gros, voilà, ce sont donc ces deux questions que je voudrais aborder. Je vais vous parler de l'agenda 2030 pour le développement durable et de ses 17 objectifs de développement durable en tant que cadre de référence du développement durable au niveau mondial et où le climat joue aussi un rôle important. Je vais vous parler de la stratégie pour le développement durable, comme je l'ai dit, et je vais vous présenter un certain nombre d'outils de la Confédération pour contribuer justement à lutter contre le réchauffement climatique et aussi pour l'adaptation au changement climatique, comme Damien Yerien l'a déjà brièvement esquissé juste il y a un petit moment. Qu'est-ce que c'est donc que ce fameux cadre de référence de l'agenda 2030 pour le développement durable? Beaucoup de personnes connaissent cette illustration, ces icônes avec les 17 objectifs de développement durable. L'agenda 2030 a donc été négocié en 2015, où la négociation s'est terminée en 2015, a été adoptée en septembre 2015 et est en vigueur depuis 2016. Et c'est le cadre de référence mondial avec 17 objectifs que la communauté mondiale doit atteindre collectivement d'ici 2030. Et pour le complexifier encore un tout petit peu, ce n'est que la partie supérieure. En fait, en tout, il y a 169 cibles qui sont donc des objectifs plus concrets, souvent aussi quantifiés, qu'il s'agit d'atteindre avec des interdépendances évidemment entre les objectifs, des synergies, par exemple, si nous, comme nous l'avons vu avant, si nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre, ça a aussi un impact positif sur la biodiversité. Et inversement, certains modèles de croissance, par exemple dans l'objectif 8, peuvent avoir des effets néfastes, par exemple, sur des objectifs de biodiversité, le 13, le 14 ou le 15. Donc ça, c'est vraiment ces interdépendances. Et le développement durable, c'est aussi toujours de trouver un équilibre entre ces dimensions, pas seulement les 3 dimensions du développement durable, mais aussi dans une constellation peut-être parfois un peu plus complexe avec des pesées d'intérêt à faire au niveau des décideurs. Il existe donc, nous l'avons vu avant au niveau international, cet agenda 2030 qui est un cadre juridique non contraignant, c'est-à-dire c'est du droit international public, mais non contraignant, c'est du soft law. Il n'y a pas de sanctions. Par contre, les États membres des Nations Unies se sont engagés à mettre en œuvre cet agenda 2030 et rendent compte régulièrement dans le cadre de rapports nationaux au Forum politique de haut niveau à New York, aux Nations Unies. Nous avons donc l'accord de Paris que M. Stocker a présenté avec l'objectif de tout faire pour rester en dessous de 2 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Et la Suisse s'est également engagée, évidemment, dans le cadre de ses engagements dans l'accord de Paris, de réduire de façon substantielle ses émissions de gaz à effet de serre de 50% jusqu'en 2030 par rapport à 1990 et également, évidemment, avec l'objectif d'arriver à un zéro net d'ici 2050. Il y a au niveau de l'Union européenne tout un programme d'investissement, ce European Union Green Deal, donc avec des investissements très massifs dans des infrastructures et d'autres projets qui ont un impact climatique positif. En Suisse, c'est surtout un certain nombre de stratégies et de lois qui déploient leurs effets, ou en tout cas c'est ce qui est souhaité. Donc cette fameuse stratégie pour le développement durable 2030 qui a été décidée hier par le Conseil fédéral avec un plan d'action. La stratégie
climatique 2050 qui devrait se mettre en place. Maintenant, évidemment, nous le voyons tout en bas, il y a également la question de la loi sur le CO2 qui n'a pas été acceptée par la population. Donc, il s'agit de trouver maintenant des compromis, des mesures qui sont acceptables politiquement par la population, par les différentes parties prenantes. Et ensuite également, donc ça c'est vraiment pour un objectif 2030 et une stratégie climatique 2050 où il s'agit vraiment d'aller à zéro net, donc de réduire quasiment à zéro les émissions directes, de veiller aussi à la consommation, comme l'a dit M. Stocker, parce que ne l'oublions pas, à peu près 3/4 de notre empreinte carbone, notre empreinte climatique, est dans la consommation de produits et de services que nous importons en Suisse. C'est seulement 1/4 à peu près qui sont les émissions directes de nos usines, de nos voitures, de nos chauffages à mazout. Donc, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important. On sous-estime totalement, généralement, la partie consommation. Donc extraterritoriale, mais par la consommation de la population suisse. Il y a également donc, la stratégie que vous connaissez probablement toutes et tous de l'adaptation au changement climatique et la loi sur l'énergie, donc les différents volets énergétiques qui ont été mis en place ces dernières années avec des objectifs jusqu'en 2035 et jusqu'en 2050. Les différents instruments à disposition, ici je présente juste un petit aperçu de tout ce qui existe. Pas tout ce qui existe, ce n'est pas une liste exhaustive évidemment. Il y a entre autres la stratégie biodiversité suisse sous la direction de l'OFEV avec un plan d'action, la politique des espaces ruraux et des régions de montagne, où l'arrêt joue aussi un rôle évidemment important, la stratégie pour le sol, nous l'avons vu, avec aussi un objectif zéro net d'ici 2050, mais pour la perte de terre, de sol. La conception, enfin en français ça s'appelle le projet de territoire suisse, Raumkonzept Schweiz. Effectivement, j'ai bien entendu l'appel de M. Stocker que ce serait, pardon, de M. Yarien, comme quoi ce serait le moment aussi de peut-être le renouveler puis intégrer davantage les préoccupations climatiques dans ce projet de territoire. La convention alpine sous direction de la Suisse cette année et l'année prochaine, donc avec aussi un focus thématique sur le climat. La convention alpine qui est donc une convention internationale avec des protocoles annexes et qui vise à protéger, à amener le développement durable dans l'arc alpin en Europe. Il y a le plan d'action pour l'économie verte, par exemple, la politique des agglomérations, avec notamment les projets d'agglomération qui permettent de financer des infrastructures de transport plus durables dans toutes les agglomérations suisses, où c'est aussi, comme vous le savez, l'arrêt qui fait la sélection, qui regarde ce que les différentes agglomérations voudraient mettre en place et qui ensuite fait une proposition de soutien financier à ces agglomérations, enfin, aux infrastructures de transport, et le plan sectoriel des transports qui joue aussi un rôle très important. Ça, c'est vraiment les objectifs, enfin les différents outils au niveau de la Confédération. Il y en a d'autres. Vous connaissez aussi très bien les autres outils au niveau cantonal, les plans directeurs, d'autres plans sectoriels de la Confédération ou des concepts, mais aussi tous les plans d'affectation qui seront discutés cet après-midi. Et je me réjouis aussi de voir tout ce que les différents cantons et les communes mettent en place pour essayer de résoudre ou d'apporter une solution à ces défis très, très importants. La stratégie pour le développement durable 2030, qui a donc été adoptée hier, prévoit 3 priorités, 3 domaines préférentiels dans lesquels la Confédération voudrait davantage agir ces 10 prochaines années. Donc, le développement durable est très large, concerne potentiellement toutes les politiques sectorielles, évidemment. L'agenda 2030 aussi est très large avec ses 17 objectifs de développement durable. Et il s'agit de la mettre en œuvre dans son ensemble, ce qui est certain. Hein. C'est pas qu'il faut juste faire ce qu'on appelle du cherry picking, hein, de prendre seulement ce qui est le plus facile à mettre en œuvre. Non, il s'agit de la mettre en œuvre globalement. Mais la stratégie pour le développement durable met l'accent sur 3 domaines préférentiels où la nécessité d'agir pour la Suisse est particulièrement importante.
mais aussi où il y a une nécessité de coordonner encore davantage les politiques sectorielles, parce que comme l'aménagement du territoire, le développement durable se situe souvent entre des politiques publiques, et il s'agit donc de trouver des solutions viables dans ce cadre-là. On parle souvent du concept de cohérence des politiques publiques, qui est en fait une préoccupation très importante dans le développement durable. Donc, cohérence entre les différentes politiques publiques pour arriver à un développement durable. Premier domaine préférentiel, c'est donc la production et la consommation responsable. Nous l'avons vu avant. Dans le climat, c'est 3/4. Dans l'impact écologique global, c'est à peu près 70% de notre impact qui est à l'étranger à travers la consommation de produits et de ressources fournis ou produits à l'étranger. Deuxième domaine préférentiel, climat, énergie et biodiversité. Ce qui paraît évident que c'est vraiment un domaine où il y a beaucoup de défis. Et le troisième domaine, c'est donc l'égalité des chances et la cohésion sociale, plus un domaine social, mais qui a aussi des implications dans le domaine de l'aménagement du territoire. Avec ce qu'on voit ici à gauche sur ce tableau, donc les moteurs ou les leviers importants pour permettre aussi l'atteinte des objectifs. Pour chacun des domaines préférentiels, il y a toujours des objectifs jusqu'en 2030 et des axes stratégiques pour l'action de la Confédération. Et ces moteurs sont donc la société civile, l'économie, les marchés financiers et le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation. Et last but not least, ces stratégies concernent pas seulement les politiques publiques, c'est-à-dire ce qu'on exige des autres acteurs sociétaux, mais également la Confédération en tant qu'exemple, l'exemplarité de la Confédération dans les domaines, par exemple, des investissements, de la gestion stratégique des entreprises publiques, les achats publics, l'aspect de consommation des ressources de l'administration fédérale, les conditions de travail, politique du personnel, etc. Donc ça, c'est aussi un domaine qui est dans cette stratégie pour le développement durable. Nous l'avons vu, donc ce qui est principalement concerné par ce que nous discutons aujourd'hui, c'est donc ce deuxième domaine préférentiel, climat, énergie et biodiversité. Dans les deux slides qui suivent, que je ne vais pas présenter plus en détail, vous voyez juste un peu, on est avec la stratégie pour le développement durable, on est à un niveau d'abstraction évidemment relativement élevé. C'est une sorte de méta-stratégie qui se concrétise ensuite dans les politiques sectorielles. Chaque office de la Confédération a en fait l'exigence d'intégrer les préoccupations de l'agenda 2030 dans ses politiques publiques sectorielles. Et il y a 4 axes stratégiques qui concernent plus spécifiquement le climat, donc tout le domaine de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mitigation, l'adaptation au changement climatique. Nous avons un domaine donc, de la résilience finalement des espaces bâtis face au changement climatique qui ont lieu, et le renforcement de la sensibilisation de la population et de favoriser les compétences des différents acteurs qui peuvent avoir un impact dans le domaine climatique. Par rapport aux différents outils à disposition, je ne vais pas les présenter longuement parce que probablement vous les connaissez, mais peut-être aussi pour les rappeler ici. Nous avons donc Mobilité et Territoire 2050, le fameux plan sectoriel des transports partie programme, où il s'agit évidemment aussi de renforcer cet aspect de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi évidemment de coordonner encore davantage mobilité et développement territorial, urbanisation. Deuxième outil ou programme important, c'est ces fameux projets d'agglomération de la Confédération, la 4e génération qui vient d'être soumise, la 5e qui se prépare, donc le financement des infrastructures de transport dans les agglomérations, avec aussi un focus évidemment pour peut-être encore davantage renforcer la part modale des transports publics et de la mobilité douce, mais tout en restant dans une multimodalité nécessaire dans les différentes agglomérations en Suisse. La convention alpine, je l'ai dit, c'est donc sous le président suisse cette année et l'année prochaine. Et Madame Sommaruga préside donc cette convention alpine et la conférence alpine qui aura lieu. Et en mettant le focus vraiment sur le domaine du climat. Qu'est-ce que les zones alpines, comme nous le savons, sont plus que proportionnellement affectées par les changements climatiques, mais ont aussi un rôle important à jouer pour justement éviter que la situation s'aggrave. Et un pays comme la Suisse, qui dispose quand même de ressources considérables, se doit d'être exemplaire et d'aller de façon proactive dans ce sens-là. Au niveau des
Programme d'encouragement, nous avons donc un programme d'adaptation au changement climatique sous la direction de l'OFEV 2018-2022. Nous avons les fameux projets modèles pour le développement territorial durable sous la direction de l'AREM avec l'implication de toute une série d'offices fédéraux et qui soutient donc des projets modèles en faisant le suivi, en mettant en avant aussi les bonnes pratiques par rapport à ça. Et le climat a été un domaine important dans ces projets modèles ces dernières années. Nous avons le COMO, donc le programme d'encouragement pour la mobilité durable, pour des solutions innovantes dans le domaine de la mobilité. Nous avons le programme d'encouragement pour le développement durable qui est sous ma direction, où chaque année nous avons un focus thématique différent. L'année passée, l'appel à projet était dans le domaine des styles de vie et notamment en lien avec leur impact sur le climat et la biodiversité. Donc ça aussi, on a pu soutenir un certain nombre de projets tout à fait intéressants. Interreg, Alpine Space Program, a aussi mis un focus sur l'aspect climatique dans ces différents projets qui sont soutenus à travers Interreg. Voilà pour un petit aperçu. Je suis volontairement resté aussi à un niveau un peu plus général, un peu plus abstrait en mettant un peu le cadre, parce que j'ai vu que dans le programme, effectivement, nous avons maintenant pendant toute la journée un programme très très dense et très intéressant sur ce qui peut se faire au niveau des cantons, au niveau des régions, au niveau des communes pour éviter les émissions de gaz à effet de serre et pour adapter ces territoires au changement climatique. Et je me réjouis de discuter avec vous et aussi de suivre cette journée très intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dubas, pour cette belle vue d'ensemble. J'ai juste vu sur le Padlet en parallèle une question qui a été posée par des participants et qui demande est-ce que la Suisse prend-elle vraiment au sérieux ses engagements de protection du climat et de sa population? On pourra y répondre dans le moment de discussion qu'on aura après. Vous pouvez, cas échéant, aussi aller directement en tant qu'intervenant sur le Padlet pour y répondre partiellement. Mais avant de commencer cette discussion, je passe avec plaisir la parole à Madame Franziska Schwarz, qui est sous-directrice de l'Office fédéral de l'environnement et directrice des divisions eau, biodiversité et paysage, sol et biotechnologie et de la section études impact de l'environnement et organisation du territoire. Il y en a plusieurs. Franziska, en tant que sous-directrice de l'OFEV, tu dois bien connaître la stratégie poursuivie par la Confédération en matière de protection du climat. As-tu néanmoins une question à poser à Monsieur Dubas? Ja, besten Dank für diese Möglichkeit. Selbstverständlich habe ich eigentlich sehr, sehr viele Fragen, wie ich denke, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch. Meine Frage ist, das wurde auch von Daniel Dubas erwähnt, dass wir auf Bundeshöhe sind, dass wir sehr hoch strategische Überlegungen haben. Jetzt konkret in Bezug auf die Strategie nachhaltige Entwicklung. Inwiefern können die Raumplanerinnen konkret diese Ziele selbst unterstützen? Also dass wir eigentlich von Bundesseite direkt auf den Boden kommen. Vielleicht kannst du, Daniel, hier Informationen dazu liefern. Ja, besten Dank, Franziska. Also eben die Strategie nachhaltige Entwicklung hat 39 Ziele, die sind auf einer relativ hohen Flughöhe und es geht darum, dass auf Bundesebene auch die strategischen Stoßrichtungen festgehalten werden und dann in die Sektorpolitiken übergeführt werden. Aber die Strategie hat natürlich schon auch den Anspruch, also nicht nur für die Bundesebene diese Ziele festzulegen, sondern wird auch, und das wurde ja auch in den letzten Jahren von anderen Akteuren direkt übernommen. Also beispielsweise Kantone übernehmen teilweise auch diese Zielsetzungen, überführen sie dann in ihre eigenen Nachhaltigkeitsstrategien und sektoriellen Aktionspläne und Politikbereiche. Und das ist sicher wichtig, dass hier eben auch im Sinne Politikkohärenz ist ja nicht nur zwischen Politikbereichen, sondern auch zwischen den Staatsebenen. Und insofern wird das dann auch von verschiedenen Akteuren umgesetzt. Aus diesem Grund haben wir auch viele Diskussionen geführt, auch mit Kantonen, mit dem Städteverband, mit dem Gemeindeverband,
mit Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft, weil es eben darum geht, dass das ein gemeinsames Verständnis geschaffen wird. Und ich denke, da ist die Strategie ein Mehrwert, wirklich ein gemeinsames Verständnis zu haben. Aber die Maßnahmen selbst müssen dann wirklich in den Politikbereichen selbst erfolgen. Und ich denke, wir sind hier bei der Strategie nachhaltige Entwicklung nicht auf einer Ebene, wo dann wirklich die Raumplanerinnen und Raumplaner selbst 1:1, also schon genügend konkrete Elemente haben, um das herunterzubrechen. Es geht darum, ich denke, in einem ersten Schritt wirklich die Anforderungen der Strategie nachhaltige Entwicklung in die verschiedenen Planungsinstrumente zu integrieren, seien es Sachpläne, seien es Richtpläne, seien es Nutzungspläne, seien es andere Konzepte und Strategien oder Maßnahmen auch. Und dann in einem zweiten Schritt wirklich das dann umzusetzen, lokal. Ich denke, dafür ist die Strategie nachhaltige Entwicklung ein guter Orientierungsrahmen. Und natürlich gibt es dazu auch ein Monitoring-System. Es gibt regelmäßige Berichterstattungen, die dann auch der Raumplanung vielleicht aufzeigen, wo eben noch die großen Herausforderungen verbleiben, die dann auch über raumplanerische Instrumente umgesetzt werden könnten.